Bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui le commissaire Cheikhouna Sadibou Keïta, ancien patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, OCRTIS. Commissaire, bonsoir. Bonsoir. Voilà, l'actualité, c'est un peu le caillassage du cortège présidentiel lors de la visite du chef de l'État à l'université la semaine dernière. Quel commentaire vous en faites brièvement? Bon, bonsoir, je suis en même temps aujourd'hui le président de l'Alliance Nouvelle des Patriotes du Sénégal. Bon, c'est une position politique assez claire et je ferai l'effort de ne pas me laisser influencer par ce fait-là pour juger d'un sujet purement professionnel. Le caillassage de la voiture du président de la République, si je tiens compte seulement du fait que c'est un fait policier assez particulier, parce que c'est un fait de sécurité d'une personnalité, du premier magistrat de la République du Sénégal, on dit que techniquement il y avait des choses à éviter et cela n'a pas été fait. Techniquement il y a des choses qui ont été ratées. Et c'est ce qui nous a conduit à constater aujourd'hui que le véhicule du président de la République a été attaqué, sa personne a été mise en danger, et cela c'est vraiment déplorable. Voilà, vous déplorez justement par rapport à vous avez relevé des défaillances au niveau du service de renseignement généraux. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi je ne relève pas des défaillances parce que je n'ai pas une lecture sur la production de ces services pour pouvoir dire qu'à tel endroit ou à tel endroit il n'y avait pas ceci. Mais je considère la mission de manière globale. Quand une personnalité se déplace, décide d'aller à un endroit, c'est au service de renseignement d'anticiper pour permettre au dispositif d'être le mieux organisé possible et d'être le plus efficace possible. Donc ils doivent tenir compte d'abord du sujet. Le président va à l'université, il doit entrer et sortir sans bobo, mais ils doivent tenir compte dans les détails de ce qui pourrait survenir. L'environnement, les forces en présence, bon, les risques majeurs de troubles, les risques majeurs d'incidents et prévenir par rapport à tout cela. Quand au bout de course, on en arrive à constater qu'il y a ça, c'est que ça n'a pas marché. La patronne de la police nationale, en l'occurrence Anna Sémou Diouf, prend apparemment votre contre-pied. Elle estime que ces hommes vraiment ont fait preuve d'abnégation et de sérénité. C'est son devoir, vous voyez. Il ne s'agit pas de faire preuve d'abnégation ou de bien faire son travail. C'est une mission, elle n'a pas marché totalement parce que cela aurait pu conduire au pire. Et est-ce qu'on serait là à dire le président est mort mais ils ont fait leur travail? C'est pas comme ça le métier de policier. Il faut faire en sorte que ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. C'est ça qu'il y a de fort dans le métier de policier. Le président doit entrer et sortir sans qu'on ne perturbe sa visite, sans que rien ne mette en danger et sa sécurité et la sécurité des personnes qui l'entourent. Donc de mon point de vue, c'est l'analyse de la situation de départ qui a permis de mettre en place un dispositif qui n'a pas été complète. Pas qui n'a pas été bonne, qui n'a pas été complète, parce qu'elle n'a pas pris en compte tous les facteurs de risque qu'il y avait là à gérer pour que tout se déroule normalement. On parle de politisation un peu de ces événements. Est-ce que vous y croyez concrètement? Parce qu'on a arrêté des jeunes en fait, qui sont de part de l'opposition, notamment du PDS et de Réumi. Vous y croyez? Oui, tout est politique. Même la visite en elle-même est politique. Le président est allé à l'université pour tenter de nous présenter une situation de véritable amour entre lui et les étudiants, de réconciliation véritable entre lui et le monde étudiant. C'était ça l'objet et on n'a pas laissé les choses se dérouler de la manière la plus naturelle. Un président qui part de chez lui, qui rentre à l'université, qui sort, sans qu'on ait besoin de maquiller. Mais on a tenté de maquiller, on a tenté de mettre en place une situation dans laquelle même ce qui n'allait pas ne devait pas apparaître. Et quand ça se retrouve comme ça et qu'on veut dire que c'est politisé, c'est pas politisé, c'est politique dès le départ. Est-ce que vous pensez qu'à la lumière de ce que vous avez dit, est-ce qu'on doit sanctionner? Le président doit sévir, et si oui, à quel niveau? Moi, j'ai déjà dit que de mon point de vue, il faut que nous sachions tous prendre la leçon de cette situation-là, le président en premier. Le problème, c'est pas sévir, c'est pas là le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché et quel a été le véritable problème? Pourquoi les étudiants l'ont attaqué? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas accueilli et applaudi? C'est ça le véritable problème. Au lieu de se mettre là à organiser une chasse aux sorcières,
il faut mieux qu'on tire les leçons de cette situation et qu'on fasse en sorte que le président comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui, entre sa politique et l'université, entre sa politique et les étudiants, entre sa politique et les jeunes. Justement, qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Moi, j'ai un point de vue assez clair là-dessus. C'est tout le pays qui est bloqué. On ne veut pas l'entendre comme ça. Le bloqué, ça veut dire quoi? Les gens sont extrêmement pauvres, de plus en plus pauvres. Alors que d'autres s'enrichissent de manière éhontée sans rien faire. Les enfants ne trouvent pas de travail depuis 40 ans. Il faut le comprendre comme ça. La situation est bloquée depuis 40 ans. Depuis le temps où Ismaël Lô chantait « Dangay jang ba yey keuyit ». Depuis lors, les jeunes vont à l'université pour se retrouver dans les rues. Donc le problème de l'université, ce n'est pas un problème d'aller faire des études, d'avoir des diplômes. C'est le problème de pouvoir régler à partir des enchaînements successifs, de se régler une existence. Les étudiants sont bloqués à l'université parce que quelle que soit la taille de leur diplôme, ils sont voués à ne pas en sortir. Sinon, s'ils en sortent, ils sont voués à rester à la maison ou dans les quartiers. Ça arrive depuis 40 ans. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là. Pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi les jeunes ne travaillent plus? Dans un pays qui accueille chaque année 1 million, chaque 2 ans, 1 million de nouveaux demandeurs d'emploi, c'est excessif. Dans un pays qui, depuis 1960, n'arrive pas à avancer économiquement, c'est désastreux. Et nos politiques, malheureusement, veulent nous imposer une lecture de la situation qui n'est pas celle-là. Voyez, nous avons fait des rues ici. Voyez ce que nous avons construit à Diamniadio. Voyez, c'est pas ça faire de la politique. On a l'impression à vous entendre que en fait, rien n'est fait en fait, depuis 3 ans, hein, depuis que Macky a la tête du pouvoir. Mais si, depuis avant 3 ans. Okay. Mais quand même laissé. Il n'a rien laissé. C'est depuis, je vous réponds précisément, c'est depuis 1960 qu'on devait poser les actes d'une politique économique et sociale cohérente et indépendante. Nous n'avons fait que jouer les prolongations avec la colonisation en permettant à ceux qui nous gouvernent d'être là et d'être applaudis. Ça dure depuis 55 ans, c'est ça qui ne peut pas tenir. Les pays qui ont changé de disque se sont développés. La Corée du Sud s'est développée parce qu'elle a changé de disque. Au moment où nous vous parlons, c'est un pays qui a ajouté plus de 600 milliards de dollars sur son PIB. Nous n'en avons pas mis 15. C'est quoi cette différence-là? Entre 600 milliards de dollars et 15 milliards d'évolution en 50 ans, c'est extraordinaire. Nous, c'est là qu'on doit regarder et nous dire que en 3 ans, il n'y a que la même chose qui a continué. Et on a voulu nous imposer à supporter ce qui n'est plus supportable. Et on a voulu nous imposer une autre lecture des problèmes. Mais commissaire, est-ce que les responsables ne sont pas partagés, hein? Parce que récemment, le président a eu à déplorer un peu l'incivisme des populations. L'incivisme des populations. Est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées entre les populations et les élites intellectuelles? Est-ce que quelque part, nous, populations, ne devons pas nous regarder en face pour dire est-ce que nous avons fait ce que nous devons faire? Puisque, comme vous l'avez indiqué tantôt, la Corée vraiment s'est développée alors qu'en 1960, il était au même niveau, au niveau du PIB que le Sénégal. Vous savez, ça c'est un débat tellement intéressant. Si on avait le temps d'en parler, vous auriez compris que nous, avec ce que nous apprenons, notre manière de nous situer par rapport aux populations, nous sommes des véritables égarés. Il n'y a pas 2 peuples sénégalais. Il n'y a pas le peuple sénégalais des gens qui ont été à l'école, qui sont des élites, des dirigeants et des intellectuels, et le peuple sénégalais qu'on va retrouver ailleurs dans les bas-fonds, dans les quartiers sombres, et qui doit évoluer. Nous sommes tous le peuple sénégalais. Dès que vous jugez comme ça veut dire que le peuple sénégalais est apte et mûr. Dès que le président peut parler d'incivisme par rapport à lui, par rapport à sa personne, c'est que le peuple n'a pas les défauts qu'on lui porte. Un peuple, il est fait pour être respecté. Nous sommes tous des individus de ce peuple-là et nous ne pouvons pas être sans lui. Lui, il est parce que nous. Donc il faut arrêter de juger le peuple, de lui jeter des caractérisations qui ne portent pas très loin. Quand ça ne va pas, ce sont les élites qui n'ont pas fonctionné. Ce sont les élites qui n'ont pas arrêté de considérer tout ce qu'ils ont comme un portefeuille personnel, comme un fonds de commerce personnel. Nous allons à la politique pour nous accomplir personnellement. Nous allons à l'école pour avoir des diplômes, pour gagner notre vie personnellement. Où est le patriotisme dans tout cela? Où est l'engagement citoyen dans tout cela? Tant que nous n'aurons pas, nous, appris à nous constituer une classe de leaders politiques, intellectuels, aptes à régler les problèmes au niveau où nous sommes interpellés, parce que faisant partie du peuple, on s'en sortira. Voilà, commissaire, vous avez mis en place un mouvement qui s'appelle Alliance Nouvelle. Les Patriotes du Sénégal. Justement. Donc, est-ce que vous vous lancez désormais en politique? Nous sommes en politique depuis très longtemps, parce que nous avons été sollicités par nos compatriotes qui ont compris que
Nous, notre préoccupation dans la vie, ce n'est pas notre personne. C'est naturel, c'est comme ça. On ne pense pas être différent des autres, mais nous avons nous sommes plus attirés par ce qui fait le bonheur des populations que par ce qui fait notre bonheur, contrairement à ce que nous avons trouvé ici et que nous avons hérité de beaucoup de politiciens. Faire la politique pour soi, pour am khalis, pour s'enrichir personnellement, pour enrichir sa famille. Nous croyons que c'est ça qui nous a égarés. Pendant très longtemps, nous avons même considéré la politique comme étant simplement le moyen de s'affirmer et de s'exprimer, d'avoir des maisons, d'avoir des villas. Mais quand les plus nombreux deviennent de plus en plus pauvres, il faut qu'il y en ait qui s'arrêtent. Nous, c'est ce qui nous a engagés en politique et nous voulons nous battre pour inverser cette tendance-là. Voilà, donc quel regard vous portez-vous un peu sur la gestion du président Macky Sall? Vous avez eu un peu à l'évoquer, mais quand même sur le plan économique, est-ce que vous pensez que, par exemple, à l'aune du PSE, est-ce que vous pensez que vraiment il y a de l'espoir? Le PSE n'est pas un projet qui porte sur ce qui va nous développer. Le PSE, c'est un projet qui permet à des gens qui occupent le pouvoir de faire le discours économique en se basant sur quelque chose sans rien produire pourvu que le temps passe. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? Si, je suis très rigoureux, pas sévère. Je veux dire que si tant que nous ne serons pas arrêtés pour construire avec un projet audacieux ce qui va développer ce pays-là, on ne s'en sortira pas. Le PSE est la même chose que tous les plans, tous les projets qui l'ont précédé, dans la mesure où c'est des études de bureaux, d'ateliers, des modèles dépassés d'un système économique qui ne nous correspond pas, qui ne prend pas correctement en compte nos problèmes. Quelle que soit la manière dont c'est expliqué, on ne s'en sort pas. Il faut qu'on apprenne à faire les choses par nous-mêmes, en comptant sur nous-mêmes, en investissant les populations dans ce qui va les sortir de là. Mais quand c'est une catégorie d'individus qui croient tout savoir et qui se positionnent à ces endroits, et au moment où ils croient tout savoir, il ne fait que se donner tous les droits. Même le droit de piller les populations sans que cela n'ait le droit de leur dire « mais vous êtes en train de nous empêcher de bien vivre ». Il faut qu'on revienne à une expression plus simplifiée de notre problématique de développement, compter sur nous-mêmes, compter sur le peuple, compter sur nos ressources, nous poser nos véritables problèmes, manger et boire, vivre normalement, préserver notre dignité, la dignité du peuple et on s'en sortira. Voilà, commissaire, l'autre sujet d'actualité, c'est un peu la fausse alerte donc à la bombe qui a été signalée au niveau de l'hôtel Radisson. Voilà, quel commentaire vous en faites en tant que technicien? Mais c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose qu'on ait des événements comme ça sur notre tableau. Bon, une bonne chose parce que c'est une épreuve qui rentre dans un contexte marqué par la présence autour de nous d'une réalité, cette réalité forte qui est le terrorisme, qui est présent au Nigeria, qui est présent au Mali ici, mais qui a sa manière d'être présente chez nous. Parce que simplement, nous sommes depuis très longtemps un territoire sur lequel il y a un bouillonnement extraordinaire de toutes les composantes qui aujourd'hui se retrouvent dans les sphères du terrorisme. Nous avons toutes les orientations de religion, toutes les convictions particulières au sein de l'islam qui sont présentées ici et qui travaillent à exister, qui travaillent à s'entrechoquer. Donc si nous avons une situation comme celle-là, elle nous permet de nous organiser une interpellation directe et de travailler sur des schémas réels. Mais le commissaire, est-ce que vous pensez que le Sénégal a réellement les moyens pour faire face vraiment à ces genres d'événements? Il ne s'agit pas d'avoir les moyens. Un problème, c'est un problème. Nous sommes le Sénégal. Nous devons aujourd'hui nous préparer à tous les niveaux. Nous avons la capacité de nous préparer correctement parce que nous avons la capacité de gérer un pays qui fonctionne normalement a priori. Si nous n'avons pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se mette par terre et qu'on dise, comme d'habitude encore, il faut appeler la France, il faut appeler les États-Unis. C'est ce que nous faisons d'habitude. Tous nos appareils de prévention et de réaction par rapport à des événements comme ça sont accrochés à des appareils extérieurs. C'est aujourd'hui seulement qu'on doit apprendre à faire face. Faire face, c'est d'abord savoir de quoi il s'agit. Comprendre, suivre tous les jours, être vigilant. Être vigilant tout le temps, c'est pouvoir se permettre de réagir au moins avec 60% de chances de réussir. Et si on va à ce rythme-là, on pourra nous organiser du mieux qu'on pourra. Ce n'est pas de grands moyens, ce n'est pas des satellites ou des moyens extrêmement développés techniquement. C'est de la vigilance qu'il faut. Se surveiller et surveiller les autres.
suivre les mouvements, suivre les dynamiques. Tout le temps, si on le fait, on va limiter les dégâts le jour où on aura à faire face à du terrorisme réellement. Voilà, commissaire, on va aborder le dernier sujet qui porte un peu sur la drogue. L'ORCATIS a saisi cette année, il a fait le bilan, dressé son bilan et il a eu à saisir 20 tonnes de cannabis et 30 kilos de cocaïne pour 2014, l'année dernière. Un chiffre qui a été multiplié par 5 par rapport à 2011. Qu'est-ce qui explique un peu cette hausse vertigineuse? Mais s'il y a d'abord cette hausse, bon, si elle correspond à une amélioration du comportement de l'ORCATIS, on s'en félicite, ça veut dire que quand même à quelque chose, malheur est bon. Il aura fallu secouer le baobab pour que les gens se mettent à se comporter autrement que comme de par le passé. C'est un des aspects de notre préoccupation. Mais moi, j'ai des soucis ailleurs. C'est quoi? Au moment où je quittais l'ORCATIS, ma préoccupation, ce n'était pas seulement qu'on se gosse avec des chiffres. C'était qu'on s'assure d'avoir un système parfait qui nous permet véritablement de donner des chiffres qui renseignent correctement, d'expliquer nous le phénomène par rapport à notre manière de le vivre, d'expliquer notre comportement par rapport aux objectifs que nous voulons atteindre et qui sont des objectifs de sécurité, de haute sécurité. Si nous arrivons, nous, à nous installer à ce niveau-là, que nous sachions qu'au niveau de l'aéroport de Dakar, par exemple, le système que nous avons mis en place opère normalement et efficacement. Au plan intérieur, les équipes, les appareils, les systèmes de prévention que nous avons et de réaction fonctionnent normalement et que c'est pour cette raison-là que nous avons ces gros résultats dont vous parlez, alors pour moi, c'est tant mieux. Il faut continuer à appuyer sur le bouton. Une police, elle est faite pour être performante. Et nous la souhaitons tous performante. Je souhaite de tout mon cœur que tout le système de répression du trafic de drogue et du grand banditisme sénégalais se modernise et se mette à fonctionner le plus normalement possible. Sinon, on ne s'en sort pas. Sans sécurité, point de développement. Et c'est ça qui est important. On a remarqué depuis quelques temps des bavures policières. Qu'est-ce qui explique cela? Mais c'est un problème de formation, problème de... Il y a du tout là-dedans, mon cher. Quand une police multiplie les bavures, il faut voir qui sont les hommes qui animent cette police-là. Nous avons aujourd'hui un appareil de police de plus en plus déprofessionnalisé parce que nous laissons des pratiques, nous laissons une organisation tomber en désuétude. Quelles sont ces pratiques? Nous avons de bonnes pratiques en matière de procédure. Nous n'avons plus les mêmes rigueurs en matière de gestion des troupes, en matière de gestion des moyens, en matière de déploiement du point de vue des interventions, en matière d'exécution, de forme de l'exécution des missions. Et les policiers qui sont là ont des problèmes de formation à proprement parler parce que nous sommes complètement perdus depuis qu'en 1987, nous n'arrivons plus à contrôler nos effectifs. Nous bricolons tout le temps pour faire fonctionner les commissariats. Les jeunes commissaires de police qui sont là ne savent pas qu'une brigade de 3, ça ne fait pas un poste de police. Alors qu'eux, ils fonctionnent avec des brigades de 3. Et aujourd'hui, c'est devenu pire encore. C'est un policier traditionnel qui est là, qui a un minimum de formation, parce que, étant un produit de l'école de police, accompagné de 2 agents de police de sécurité, de proximité, qui sont là pour faire quoi? Une police, ce n'est pas cela. Une police, c'est du métier. C'est plusieurs métiers, de grands métiers, mis ensemble dans un panier pour assurer un certain service, un service de qualité aux populations. Il faut qu'on en revienne à reprendre tout cela en main pour que, si toutefois il ne peut pas y manquer de bavure, qu'on limite les dégâts. Mais dans ces conditions-là, nous allons continuer à avoir des dégâts et qu'on arrête aussi, à chaque fois qu'il y a un problème, que chacun tire le parapluie sur lui et que le responsable soit simplement quelqu'un qui est là-bas. C'est tout un système, une police. L'État aussi, c'est tout un système. Il faut que quand il y a quelque chose à régler là-dedans, que tout le monde prenne la responsabilité de voir ce qui ne va pas à partir de moi avant de voir ce qui ne va pas chez les autres. Ici, vous avez, quelles que soient les catastrophes qu'il y a, vous ne voyez jamais un commissaire de police démissionner, vous ne voyez jamais un directeur général démissionner, jamais un ministre de l'Intérieur démissionner. On cherche toujours la bête ailleurs, on cherche toujours le morceau de bois qui n'a pas marché ailleurs. C'est manquer de professionnalisme, manquer d'esprit de responsabilité. Et ça, c'est très important dans la gestion des missions que nous avons en charge de régler. C'est très important. Si on n'a pas ce niveau de prise de responsabilité, ça ne marche pas. Je vous remercie, commissaire, infiniment. Merci. Chers internautes, je vous remercie également d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.